Bonjour, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette session où nous allons parler de design system. Donc, ces bibliothèques de composants communs que nous allons réutiliser à travers diverses applications pour harmoniser le rendu, mais qui souvent sont assez compliquées à maintenir. Pourtant, ça fait 9 ans que la société de Morgan utilise le même design system, et donc elle est là pour nous dire quel est son secret. Dogme et design system, comment faire autrement? Merci d'accueillir Morgan Peng. Merci Morgane, du coup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Morgane, je suis très contente d'être là pour parler de design system et de dogme. Mais avant de commencer, juste pour prendre la température, je voudrais savoir qui, aujourd'hui ici, travaille avec un design system. Bon, ça me rassure, a priori, ok. Contribue à un design system? Ah ouais, d'accord. Très très grosse majorité, même 3/4, je dirais. Alors, contribue en tant que côté code, côté dev. D'accord, et alors, est-ce qu'on a quelques designers côté design? Ah oui, il y en a quelques-uns. Très bien. Très bien. Et peut-être qui n'a jamais entendu parler de design system? Accrochez-vous. Non, non, ça va aller, vous inquiétez pas. Très bien. Bah, alors moi, c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je suis tout ce qui est autour design system, avant même en fait que le mot existe pour nommer ce truc, quoi. Parce qu'avant on parlait de web toolkit, il y a très longtemps aussi, charte graphique, encore que c'était plutôt en PDF. Et je trouve ça passionnant, vraiment. Peut-être parfois trop. Pour la petite histoire, quand on s'est mis à commencer à faire du télétravail, je pense que ma moitié s'est enfin compris ce que je faisais de ma vie, en tout cas quand je travaille. Et un jour, après peut-être une semaine de visioconf intense dans le salon, la personne m'envoie ça. Et donc, apparemment, je tourne en boucle sur 3 mots. Faites l'exercice, essayez de demander à la personne avec qui vous vivez ce que vous racontez tous les jours au travail, parce que c'est très perturbant des fois. Donc ouais, design system, B2B et dashboard. Alors le pire, c'est qu'en faisant mes stages, je me suis rendu compte que en fait, ces 3 mots sont dans ma présentation, donc en fait, ça continue. Mais bon, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est que lui, il n'est pas aussi intéressé par les design system que moi, puisqu'il m'a envoyé ça quelques minutes après. Et c'est vrai qu'en vrai, aujourd'hui, après 10 ans, c'est pas que je veux faire, c'était mieux avant, mais il y a tellement de choses qui sont écrites, publiées à chaque instant. On parle tellement de design system que j'ai l'impression que c'est devenu un culte et qu'il faut en fait tout un ensemble de trucs pour répondre en fait aux exigences de la secte, un peu comme avoir une checklist. Et donc, au final, des fois, je suis un peu comme ça aussi. Et je me suis dit, je vais en parler. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Parce que quand on parle de checklist, et j'en ai encore vu la semaine dernière publié, souvent ça commence par faut trouver un nom qui en jette. C'est important quand même, à brainstormer pendant 3 semaines pour trouver un super nom. Il faut utiliser des design tokens, super important, la base. Il faut avoir une équipe dédiée. Okay. Du coup, équipe dédiée dit faut aussi avoir un manager dédié, design system. Puis le Saint Graal, je ne sais pas si vous aurez deviné, il faut l'open sourcer, évidemment. Alors du coup, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on a un design system, et en fait, je me suis rendu compte qu'on check mais aucune de ces cases. Et très souvent, le problème avec l'état de pensée d'une checklist, c'est que cocher les cases, ça devient plus important de comprendre pourquoi, en fait, on ferait les choses, et si ça s'applique à nous, en fait. Et donc voilà, plutôt que parler de ce genre de checklist, ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 10 dernières années pour développer, maintenir et faire survivre notre design system. Et évidemment, ça, c'était quand même très séduisant d'avoir cette checklist, mais bon, on a évité de le faire pour de raisons. Et plutôt que cette checklist, partager qu'est-ce qu'on a appris en faisant les choses qui marchent pour nous. Et du coup, quand même, avant de commencer de parler design system complètement, je voulais juste vous donner un petit peu de contexte sur ce qu'on fait. Donc moi, je travaille à la Société Générale, mais pas pour les particuliers, dans la Banque de financement et d'investissement. Et donc, nous, nos interfaces, ce qu'on design comme produit, c'est plutôt pour des experts. Donc,
Ça va être, nos clients, c'est typiquement, ça va de la start-up à la Banque Centrale Européenne, en passant par les coopératives agricoles, les boîtes du CAC 40, etc. Et donc, nos interfaces ressemblent plutôt à ça. Pourquoi j'entends hein Non, mais quand vous êtes expert, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de dev, regarder une console de dev, ça fait peur. Bon, eh ben, je pense que, sauf si dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont travaillé sur le marché d'échange, oui, ça peut faire peur, mais c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Et donc ça, c'est un outil, un service qu'on a dans notre plateforme B2B, ça y est, j'ai déjà dit le premier mot, pour permettre en fait à des experts, donc en fait, c'est des gens qui sont financièrement sophistiqués, de gérer l'échange sur le marché, qui est le marché d'échange étant le plus grand marché au monde en termes de volume. Et donc, vous pouvez voir, c'est assez compact, il y a des tuiles de prix un peu partout. Donc, c'est un screenshot, mais c'est un flux en live. Donc, en fait, les prix tiquent et ils varient. Et on peut faire des choses assez complexes. Donc, le petit module tout à votre droite, c'est effectivement ce genre de choses qui ne sont données en fait, à des experts. Il faut avoir une certaine qualification pour pouvoir utiliser cet outil. On a aussi ce genre d'outils. Donc ça, c'est un autre service qu'on a dans notre plateforme B2B qui permet d'analyser les taux dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et de manière générale, comme on a beaucoup de données, on a très vite eu besoin d'un thème d'arc. Donc on a aussi pas mal de services qui font les deux thèmes. On a aussi des choses peut-être plus rédactionnelles. Donc ça, c'est le site de la recherche. C'est le site qu'on donne à nos clients pour lire en fait les vues économiques de la Société Générale. D'ailleurs, il y en a une partie qui est publique et même une partie qui est en accès libre. Par exemple, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, on a lancé des podcasts. Donc, encore une fois, c'est plutôt à des clients de la banque de financement et d'investissement, mais c'est disponible à tous. Et il y a certains thèmes, par exemple, le dernier que j'écoutais, c'était le lien entre le bonheur et les émissions carbone. Et donc, en fait, chaque épisode est un thème comme ça. Bon, évidemment, après, il y a des sujets peut-être plus économiques comme l'inflation et les taux. Mais bon, du coup, si ça vous intéresse, ça existe en anglais et en français. Et donc, si vous voulez voir un peu ce que nos clients écoutent, ça peut vous donner un petit aperçu. Et enfin, on a aussi ce genre d'interface plus simple, plutôt pour des PME. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un a fait le lien, mais en fait, cet écran-là, qui permet en fait de faire du change euro-dollar, ça correspond à une tuile du premier screenshot que je vous ai montré. Mais encore une fois, l'expérience est adaptée parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin d'autant de sophistication et puis qui n'ont pas besoin de faire de choses très complexes. Mais ils ont quand même besoin de couvrir leur change. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, je reviens du coup au design system. En 2014, quand j'ai commencé à travailler sur la plateforme, on avait à peu près une dizaine de services. Donc c'était vraiment plus des interfaces de trading, d'analyse, etc. Et puis aujourd'hui, on en a, alors je ne suis pas sûre que je suis complètement à jour, mais on a à peu près plus de 170 services sur la plateforme, donc B2B. Et un peu comme l'univers étendu de Marvel, voilà. Je représente comme je peux. Le design system est utilisé par d'autres divisions qui ont en fait les mêmes problématiques que nous. Donc en fait, le design system sert même au-delà de notre plateforme B2B d'autres entités. Et encore une fois, là c'est joli, j'espère que c'est joli dans mes slides, parce que je voulais vous présenter d'une manière à peu près rationnelle et compréhensible mon contexte, mais c'était loin d'être aussi ordonné que mes slides. D'ailleurs, c'était plutôt chaotique. J'ai entendu pas mal de choses au fil des années, et je pense que peut-être que certaines remarques feront écho à ce que vous avez peut-être entendu ou dit. Des choses comme design system, mais non, moi, mon projet est différent. Puis je ne vais pas utiliser ça, ça va nous ralentir. Nous, je ne sais pas qui. Puis franchement, moi, je préfère le bleu. Voilà. Et puis nos utilisateurs, ils ont des besoins très spécifiques. J'ai l'impression qu'ils utilisent même le web différemment d'autres humains sur Terre, je ne sais pas. Et puis après, là où ça fait un peu plus mal en termes d'ego, c'est alors pourquoi je devrais faire un check de mon boulot avec eux, donc les design systems. Puis en fait, désolé, mais t'es qui en fait? Et en fait, il y a quand même quelque chose en commun dans tout ça, c'est que, et je trouve le grand drame des design systems
et surtout des checklists que je vois aujourd'hui, c'est qu'on se concentre beaucoup sur l'aspect technique. Et il y a des équipes qui passent des semaines, des mois, voire des années à travailler sur quelque chose de génial techniquement. Mais si on n'adresse pas ces remarques-là, il n'y aura pas d'adoption. Et des fois, en fait, il y a des super produits qui ne sont finalement pas utilisés, très peu utilisés ou qui sont même abandonnés. Donc nous, pour survivre toutes ces années, ce qu'on a dû faire, finalement, en vrai, évidemment, les technologies évoluent et puis on a évolué avec, hein, mais c'était plutôt ces 3 thèmes. Et donc c'est ces 3 thèmes-là que je vais aborder aujourd'hui. S'adapter pour être adopté, intégrer les objectifs de la boîte, et changer au fil de l'eau. Et c'est vrai que déjà l'adoption, c'est ce qu'il faut maîtriser. Enfin, pour tous les design systems, c'est crucial. Si on n'a pas d'utilisateur, le projet ne sert à rien. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon numéro 1 dans la checklist, c'est trouver un nom cool. Et très souvent, en fait, quand les projets se forment de design system, c'est ce que les gens vont essayer de brainstormer en premier. Et c'est ce qu'on a évité de faire, parce que c'est vrai que dans un nom, qu'est-ce qu'il y a dans un nom de référence? Oui, une identité. Donc c'est vrai que si on veut commencer à constituer en fait une équipe, c'est bien de rallier l'équipe à un projet. D'ailleurs, je suis sûre que dans vos équipes, enfin dans vos boîtes respectives, vous avez des équipes qui se nomment des noms différents pour se différencier. Très bien. Il y a effectivement un certain côté marque, dans le sens où c'est aussi un outil en termes d'attractivité, pour faire venir les gens. Et en fait, je pense qu'on le voit sur le salon, qui n'aime pas les goodies? J'ai remarqué que certaines personnes sont plus sensibles aux goodies que d'autres d'ailleurs. Mais oui, en général, on aime bien les goodies. Très bien. Mais en vrai, à chaque fois, il y a quand même des fois un petit revers de médaille. Parce que qui dit identité dit exclusion, c'est-à-dire que on est différent, donc voilà, on exclut d'autres personnes. Marque, ça veut dire qu'on va mettre en avant notre différence, on n'est pas comme les autres dans l'organisation. Puis les goodies, en fait, c'est plutôt des paillettes. C'est pas parce que vous avez des super goodies que les gens vont tout d'un coup magiquement utiliser votre design system. Et c'est pour ça que, encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un truc qui est notre design system, et c'est comme ça qu'on travaille. Quelque part, et donc en fait aujourd'hui, notre design system, il s'appelle juste le EG Design System, donc un nom très très ennuyeux. Mais l'idée, c'est de ne pas se focaliser sur un design system en tant que produit, mais vraiment dire que si tu fais une application, tu utilises le design system. C'est comme ça qu'on travaille. De la même manière que, par exemple, si tu veux embaucher quelqu'un, a priori, il faut que tu ailles contacter les RH. Parce que c'est comme ça qu'on embauche les gens. Tu ne vas pas, je crois, vouloir rebaptiser les RH avec un autre nom. Pour la petite anecdote, je me souviens qu'au début, parce qu'il y avait quand même des velléités de trouver un nom pour ce design system, le nom qu'ils avaient trouvé était imprononçable en français. Et donc je rigolais toute seule en m'imaginant en fait les confusions que ça allait créer. Donc je vais vous partager sans le prononcer ce nom que du coup on n'a pas retenu. Alors, il y avait comme une vraie pensée derrière tout ça, c'est-à-dire que c'est apparemment une particule élémentaire. Il y a je ne sais pas s'il y a des physistes entre nous, mais bon, bref. Et le problème, c'est qu'encore une fois, nous, nos équipes, elles sont internationales. Et donc, je me disais, OK, donc, quand on va dire tu utilises hadron, hadron, la vraie prononciation, en fait, c'est hadron. Mais alors là, j'imaginais bien, est-ce que vous utilisez quelle version de hadron? Personne ne va comprendre, quoi. Et donc, en fait, pour revenir à mon histoire de nom, le nom, c'est pour qui, finalement? C'est pour nous, pour être fiers, ou c'est pour que les gens comprennent ce que c'est? Donc, encore une fois, nous, on voulait que les gens se focalisent sur l'utilisation du design system, comprendre que c'est un ensemble d'outils, de guidelines, de ressources, à la fois en design et en code, qu'ils doivent utiliser pour leur projet. Ils n'ont pas le choix. Je reviens à mon histoire de RH. Donc, voilà. Et quand je pense à l'adoption, je trouve que la plus grosse difficulté pour nous en tant qu'experts, c'est d'adapter le discours aux gens à qui on parle, expliquer les tenants aboutissants de ce qu'on pousse, parce que c'est très facile de rester complètement enfermé dans notre esprit d'expert et de rendre le discours complètement obscur pour eux. Pour vous donner un exemple sur comment nous on a fait pour attirer l'attention
de différents types de personnes autour du design system. J'ai fait des dessins, donc je vais y aller. Donc on a ces 6 personnages, Paul, Anna, Fabien, Morgane, moi, Jean et Audrey, et chacun a un job différent. Et donc dans le cas de leur job, ils vont faire forcément attention à des choses différentes. Donc pour quelqu'un qui serait comme Paul en gestion de projet, design system c'est génial parce que ça baisse les coûts front-end. Et c'est le genre de personnes à qui on demande toujours de livrer plus avec moins de moyens. Côté design, souvent en fait les designers, surtout côté produit et UX, ce qui leur importe c'est de travailler sur des vraies problématiques utilisateurs, pas forcément de faire du coloriage sur Figma. Donc là, l'idée, c'est diminuer le temps de prototypage pour qu'ils puissent aller plus vite. Il y a beaucoup de développeurs, donc je suis sûre que cette situation sera peut-être familière. Je crois que oui, vu les rires. Oui, Design System, ça normalise quand même pas mal de choses, des spécifications, comment on parle d'espacement, ce genre de choses, en classe potentiellement. Donc ça devrait aider quand même sur les régressions UI. Moi, ce qui m'importe, c'est quand même qu'à l'échelle, sur notre plateforme B2B, les services soient cohérents. Mais bon, je peux vous dire que ce n'est jamais l'argument qui fait mouche, parce que forcément, les autres personnes sont intéressées par d'autres sujets. Côté programme, un design system, c'est formidable, parce que ça permet de faciliter la maintenance. Puisqu'avant, en fait, ils étaient obligés d'aller faire du porte-à-porte sur tous leurs projets pour demander un changement. Un design system, c'est un peu un joker. Ça leur permet d'implémenter un changement directement pour tout le monde. Évidemment, il faut mettre à jour, mais c'est plus simple que de faire un email à 700 projets, en tout cas. Et côté business, métier, là aussi, c'est top un design system, parce qu'encore une fois, avec l'effet normalisateur, ça permet aux clients de se sentir plus familiers. Et c'est vrai que quand on a eu notre design system, je me souviens, on a eu des feedbacks en disant « Ah oui, on a vraiment l'impression que c'est cohérent, qu'on est dans un ensemble de services, plutôt qu'avant, chacun faisait à sa sauce. » Tout ça pour dire, attendez, hop, le timing a disparu, donc je vais prendre ça et le mettre là. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à qui on s'adresse, et en fonction du cycle même de l'adoption, on ne va pas forcément investir nos efforts dans les mêmes personnes. Par exemple, au début, pour initier le mouvement, il fallait évidemment convaincre les Paul et les Audrey, parce que c'est eux quelque part qui détiennent le budget. Mais une fois que ça s'est lancé, le plus important, c'est quand même les designers et les développeurs, parce que c'est eux qui vont utiliser Design System. Donc, je dirais que vraiment, en fonction de là où on est, il ne faut pas hésiter aussi à varier, comme on dit, choisir ses combats. Et on ne peut pas, en fait, aller pitcher tout à tout le monde tout le temps. Et encore une fois, les arguments n'ont pas la même résonance pour tout le monde. Donc là, je parlais vraiment de comment approcher les gens. Mais peut-être pour vous donner un vrai exemple plus concret, je vais vous partager comment on a fait pour en fait négocier, pour travailler 3 mois sur des couleurs. Ouais, on a réussi. Ça peut étonner parce qu'on se dit, mais en fait, c'est vrai que dans la priorisation de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est urgent, mais pourquoi passer 3 mois sur les couleurs? Alors pourquoi? Déjà, le contexte, c'est que vous avez vu les exemples que je vous ai montrés au départ. En termes de hiérarchie d'information, des fois, c'est assez costaud. Hein, donc on a jusqu'à 4 voire 5 niveaux d'information. Et donc, au bout d'un moment, du gris sur gris, ça devient illisible. Et on s'en est aussi rendu compte quand on a introduit le thème d'arc, parce que du coup, on devait gérer 2 thèmes. Et ça devenait très, très compliqué, en fait, de faire des interfaces complètement qui passaient les critères d'accessibilité, notamment en termes de contraste. Et donc ça, c'est un problème de fond qu'il fallait qu'on traite. Mais comment faire pour le prioriser? Parce qu'encore une fois, et je pense qu'effectivement, de nos jours, on a plein d'urgences dans tous les sens. C'était très dur, jusqu'au jour où, dans ma boîte mail, j'ai trouvé une pépite, qui est l'email de Stéphane, qui est un vendeur en Suisse, qui se plaignait que ses clients ne pouvaient pas voir les prix. J'ai gardé l'anglais parce que je ne voulais pas dénaturer le sentiment de son email, avec le please fix à la fin, donc que j'ai traduit à corriger STP, mais je ne sais pas si c'est vraiment la même notion. Parce que lui, forcément, s'il a des plaintes de clients, ça l'importe. Et en plus, de mémoire, c'était pour des très gros montants, c'était sur une plateforme de trading, c'était pour un deal de plusieurs millions d'euros.
Et bien ça, c'était un peu mon pied dans la porte. J'ai pris le screenshot de l'email, je l'ai collé un peu partout, dans les roadmaps, dans les emails, dans les trucs de priorisation. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en fait, à travailler 3 mois sur nos couleurs, parce que l'idée, c'était pas juste de réparer ça quelque part sur juste cet outil-là, parce qu'encore une fois, on a toute une suite d'outils. Il fallait vraiment qu'on trouve une solution plus systématique pour corriger cette approche-là. Et donc, on a fini par travailler 3 mois du coup, sur un système de couleurs adaptatives, c'est-à-dire que toutes nos couleurs, en fonction de l'élément, en fonction de l'arrière-plan sur lequel elles sont, en fonction même des fois des propriétés, comme par exemple la taille de texte, vont s'adapter. Donc là, vous avez un exemple pour la couleur orange, warning, et donc l'illustration qui est que même au sein d'une même tuile, finalement, l'orange peut varier en fonction de, encore une fois, la taille de ce que c'est du texte, une icône, sur quoi il est, et puis quelle est la taille du texte, etc. Et ça, la raison pour laquelle ça a pris 3 mois, déjà, il fallait faire ce travail-là, puisqu'il fallait aussi vérifier que ça marchait sur toutes nos combinaisons d'arrière-plan. On a jusqu'à 4 niveaux de hiérarchie. Et surtout, en fait, on voulait trouver une solution pour simplifier la vie quand même, parce qu'encore une fois, en pensant à nos designers et aux développeurs, c'était pas possible de maintenir une matrice pour qu'eux, à chaque fois, codent le truc dans leur coin. C'est juste infaisable, dans le sens où déjà, on doit gérer beaucoup de complexité dans nos projets. S'il fallait gérer de la complexité au niveau des choix des couleurs, on n'allait pas s'en sortir. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on a mis en place ce système de couleurs adaptatives en SCSS. Donc ça ressemble à un truc comme ça. On mappe les couleurs. Et donc, ce qui était peut-être potentiellement un ensemble de couleurs, pour nous, aujourd'hui, quand on design et quand on code, c'est juste un concept. Ça va être warning orange. Et on n'a pas besoin de se souvenir des centaines de gradations d'orange, puisque c'est le SCSS qui va s'en occuper. Pour récapituler cette première partie, s'adapter pour être adopté, déjà, il faut éviter les recettes miracles, parce que la réalité, c'est que les entreprises sont diverses et les structures sont diverses. Donc, ce qui marche peut-être chez l'un va peut-être pas marcher sur l'autre, même si c'est vendu par plein de boîtes de consulting. Je ne citerai rien d'autre. Pour savoir ce qui marche, du coup, faut quand même s'intéresser aux besoins des autres. Donc, encore une fois, parler, comprendre les priorités, les besoins des autres parties prenantes sur ces projets. Et arrêter de prêcher et montrer par la valeur avec des exemples concrets. Le prêche, je pense que c'est notre petit péché mignon. Je me souviens encore, j'étais sur un salon, on avait un stand, j'avais quand même un designer qui me toisait, qui disait « Mais vous ne travaillez pas sur Mac, donc vous n'êtes pas des vrais designers ?» Et je ne comprenais pas pourquoi il avait attaché son identité à un outil. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui d'ailleurs, mais bon, ça m'a marqué. Et donc je me disais, mais s'il veut me convaincre d'utiliser un Mac, c'est pas comme ça qu'il faut faire là, parce que j'ai juste pas du tout envie de lui parler. Bref, passons du coup à intégrer les objectifs de la boîte. Donc, j'adore DevFest, je suis super contente d'être là, ne me mettez pas dehors. Mais c'est vrai que c'est bien de partager dans la communauté ce qu'on fait, et c'est cool, et c'est pour ça que j'adore aussi mon métier. Mais c'est vrai qu'il faut dire que des fois, on a quand même tendance à rester dans notre bulle. Or, dans les entreprises, il y a des cultures, des sous-cultures, et si on reste enfermé dans notre bulle, encore une fois, c'est difficile d'en sortir, et surtout de comprendre ce qui anime les autres, et ça peut être paradoxal, mais pour en fait gagner un argument, il faut déjà savoir ce que les autres en fait valorisent, parce qu'on dit je veux prouver ma valeur, mais la valeur pour qui? Encore une fois, comme une histoire de nom, le nom en fait finalement c'est pour qui? Je digresse, mais c'est pour ça que quand on parle de design system, très souvent, la première chose qu'on montre, et c'est vrai, nous on adore passer beaucoup de temps sur nos boutons, et pour tous ceux qui ont déjà travaillé dessus, vous savez que ça a l'air simple, mais en fait ça l'est pas. Mais en fait, les boutons, ça n'intéresse personne. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu une équipe qui a dit « j'ai besoin d'une équipe design system pour avoir des boutons ». Je ne crois pas. Et il se trouve que pour nous, dans notre contexte, en tant que banque de financement et d'investissement, ce qu'on fait beaucoup, c'est manipuler de la donnée. Les utilisateurs, ils sont dans de la donnée toute la journée, ils doivent faire des choses. Et donc, en fait, les vrais composants plus substantiels, quelque part, du design system, ça va être des pickers et des pickers de date, date picker. Désolée, je fais de l'anglicisme, je viens de Londres, j'ai le droit. Et ça, en fait, c'est super important pour nous
parce que, juste pour vous donner en fait comment dire, un peu de contexte là-dessus, sélectionner une date, en fonction de là où vous êtes sur Terre, c'est même pas la même façon de l'afficher. Donc le format américain, le format européen, le format japonais, c'est même pas la même façon. Et donc en fait, ça peut créer énormément de risques opérationnels quand cette sélection n'est pas harmonisée et que l'utilisateur, des fois même d'un écran à l'autre, n'a pas la même façon de sélectionner une date. Il y a aussi en fait des fonctionnalités qui sont vraiment plus, encore une fois, métier. Donc par exemple, la gestion des jours ouvrés ou encore une fois l'affichage, les types d'affichage de dates en format Bloomberg, comme on les appelle. Et donc tout ça, en fait, c'est ça qu'on met en avant quand on parle de design system à notre top management, parce qu'eux vont comprendre l'utilité de ça, et surtout, je pense qu'il a dû se passer par le passé des risques opérationnels, enfin du coup des pertes opérationnelles pour en fait des opérations qui sont faites sur la mauvaise date parce que c'était pas bien affiché. Donc ça leur parle, pas vraiment les boutons. Et quand on commence à continuer l'exercice de pensée, c'est-à-dire que, OK, donc la date, il faut l'harmoniser. Comment on sélectionne un client, ça aussi, il faudrait l'harmoniser. Donc avant, c'était un peu chacun faisait comme il veut. Donc maintenant, en fait, on a un picker pour sélectionner les clients par différents types de référentiels, et c'est le même picker pour tous. Et on peut en fait continuer à étendre cette façon de penser design system, mais en fait pour tout un tas de choses. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que c'est là où en fait, on risque de tomber dans dans un peu de réactance. Parce qu'en vrai, après des années à travailler dans ce domaine de design complexe, je peux vous dire que, 99% de nos besoins, c'est à peu près ça. Dashboard, que j'ai mon autre mot-clé, formulaire, workflow et des rapports. Encore une fois, le back-end, le business, tout ça, c'est très différent, mais enfin, l'interaction homme-machine, c'est toujours lié à comprendre de la donnée, enfin, en gros, interpréter de la donnée, prendre une décision, faire une action. Et donc, souvent, encore une fois, c'est des dashboards, des formulaires, des workflows et des rapports. Et combien de fois faut-il designer un rapport ou un dashboard dans une boîte? Et donc, je parlais de réactance, et c'est vrai que c'est là où, en fait, on peut arriver à des commentaires ou ce genre de sentiments. Donc le thème, c'est film, donc il fallait que je mette une référence. Est-ce que vous... je ne sais pas si quelqu'un reconnaît ce film. Oui, Un jour sans fin. Ah, je ne sais pas pourquoi je pensais que ça s'appelait Le jour de la marmotte en français. Non, c'est Un jour sans fin. Oui, voilà, oui, c'est ça, effectivement. Pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce film quand même? Ok, vous rentrez chez vous ce soir. Non, peut-être pas ce soir. Après le Deathfest, vous le regardez, c'est un classique, il est incroyable. Donc, dans ce film, Bill Murray joue en fait un présentateur météo qui se retrouve dans une espèce de boucle temporelle parce qu'il est un peu narcissique, il traite tout le monde de haut, etc. Donc, il se retrouve dans une boucle temporelle et il ne peut pas en sortir tant que en fait, il n'apprend pas justement à gérer son ego et à tout bien faire dans la journée. Sinon, en fait, il reboot et le lendemain, il refait la même journée. Et ben en fait, quand j'ai vu ce mème, je me suis dit ah tiens, ça me rappelle certains commentaires de designers. Et la créativité dans tout ça, on m'empêche d'exercer mon art. Est-ce que je peux avoir un projet greenfield? Ce qui veut dire, est-ce que je peux avoir un projet sans contrainte? Et c'est vrai que ça, je pense et donc il y a quelques designers là, et puis pour ceux qui travaillent avec les designers. Oui, en fait, je pense qu'on passe collectivement dans ce que j'appelle les étapes du deuil. Alors, j'ai pris le modèle de Kübler-Ross, je sais qu'il y en a plusieurs, mais du coup, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage et l'acceptation. Je m'explique. Au départ, version design system, du coup, et c'est vraiment ce qu'on a eu dans l'organisation. Hein, et j'entends encore des gens qui me racontent des histoires de gens qui ne veulent pas utiliser le design system. Ah non, ça c'est pas pour moi. C'est très bien, good job, mais voilà, c'est pas pour moi. Au revoir. Ensuite, la colère. Mais c'est la fin de la créativité. Moi, je me souviens, il y a des gens qui sont partis pour ce genre de raison-là, citant qu'ils étaient trop brimés et trop contraints. Mais quelque part, en fait, encore une fois, pour vous donner un peu de contexte, ça se comprend dans le sens où il y a beaucoup de designers qui sont issus d'un parcours plus direction artistique, design visuel, etc. Donc, en fait, c'est quelque part, on leur retire ce qui les a attirés dans la profession.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'hier, quand on a fait la visite des salles de ciné, le responsable technique disait qu'il y était attiré par le monde du cinéma parce qu'il regardait 200 films par an quand il était plus jeune. Et aujourd'hui, comme il en baigne tous les jours dans le film, en fait, il n'en regarde plus que 4 par an, quoi. Mais bon, encore une fois, ils ont été attirés par un aspect, et cet aspect disparaît. Bon, ensuite, c'est tristesse. Bon, de toute façon, mon travail ne sert à rien, je pousse juste des pixels à l'écran. Puis après, c'est curieux parce que ça se transforme en marchandage. D'accord, je vais utiliser ton design system, mais je vais l'adapter à ma sauce. Et c'est là où j'ai vu en fait des déclinaisons de design system avec des couleurs bleues. Mais encore une fois, tout ça c'était vrai. Ce qui rend un peu caduque le principe même de design system, mais bon. Jusqu'à du coup l'acceptation. Ah, en fait, c'est super puissant. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire avec. Et ce mécanisme-là, je le trouve très très intéressant parce qu'évidemment, ça va dépendre dans chaque boîte comment c'est géré. Mais pour nous, en fait, ça nous a vraiment permis de changer un peu le discours de ça sert à quoi un designer? Dans le sens où ça ne sert pas en fait à faire du coloriage dans Figma, mais grâce au design system, on a plus de temps pour vraiment travailler sur les besoins utilisateurs, voir en fait quels sont les irritants, en gros faire le boulot du X, quoi. Et ça, c'est quand même plus aligné avec les objectifs de la boîte, dans le sens où travailler sur les irritants clients, améliorer l'expérience de nos produits, ça c'est quelque chose quand même qui est très souvent cité dans les objectifs même du groupe. Et donc, encore une fois, on pousse le raisonnement encore plus loin sur la systématisation de tous nos patterns. C'est là où on a commencé en fait à introduire le principe de business pattern. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus parlant, et je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce principe-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà bossé ou qui connaissent le principe des 4 yeux? Ah, ok. D'habitude, il y a une personne ou deux. Du coup, vous saurez ce que c'est en sortant de cette salle. Le principe des 4 yeux, c'est utilisé mais énormément en finance, mais même en fait dans toutes les industries qui gèrent du risque. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand on fait une action, c'est une procédure qui s'assure que la personne qui fait l'action, donc encore une fois, hein, c'est une tâche sensible, a besoin d'une autre personne pour confirmer cette action. Donc imaginez transférer un énorme montant, valider un dépassement de risque, tout ça en fait, ça va avoir besoin d'une validation de quelqu'un d'autre. Et donc pour que ça marche, côté design, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà afficher les éléments à risque pour du contenu créé pour la personne qui revoit l'action, mettre en avant les erreurs détectées, parce qu'on peut détecter, on ne va pas s'en remettre juste au jugement de la personne, il faut l'aider quand même, quoi. Et aussi lui permettre d'entrer sa décision. Et donc ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc là c'est un exemple que j'ai pris où on a ce principe de designer. Donc là en fait à gauche il y a le contenu, donc l'email. À droite il y a est-ce que c'est votre droite? Oui. À droite, il y a les éléments d'alerte qu'on remonte et l'historique. Et puis en bas, il y a une barre d'action pour l'utilisateur. C'est comme si on pouvait prendre cette partie d'interface et ses principes, pack, je fais le son, et hop, on le met dans un autre. Donc là, c'est un autre service plus opérationnel. Mais c'est à peu près le même principe. Donc là, c'est plus une opération. On a du coup à gauche les critères, en gros le détail de l'opération. À droite, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des éléments de risque. Et puis en bas, une barre d'action. Et donc ça veut dire que quand la personne elle a déjà fait un process de principe à 4 yeux dans un service, elle sait le faire partout dans notre plateforme B2B. Et évidemment, encore une fois, j'ai pris l'aspect le plus simple, le plus visuel pour vous montrer. Mais au-delà de juste le look, il y a aussi, par exemple, toutes les considérations de qu'est-ce qui constitue une validation. Est-ce que ça doit être un collègue? Est-ce que ça doit être le manager? Est-ce que ça doit même être une équipe à part? Et donc tout ça, c'est des choses qu'on peut documenter et systématiser. Donc finalement, tous ces patterns et vraiment shifter quelque part le travail de conception pour chaque cas précis à des choses plus systématiques, ça nous permet vraiment, ce qui est écrit là,
de faire la curation, la réutilisation et l'évolution de ces patterns, ça nous permet vraiment d'amplifier ce qui marche pour tous nos services. Et donc ça peut être même réutilisé par des services qui ne se parlent jamais. Quelque part, c'est un peu comme notre cerveau collectif, documenté. Mais ça, en fait, c'est une façon très geek d'expliquer ce que c'est. Vous imaginez bien que je ne vais pas, devant le top management, parler de curation, réutilisation, évolution de patterns, parce qu'ils vont me regarder avec des yeux tout ronds. Donc une autre façon, encore une fois, pour repenser à ce que je racontais avec mes illustrations, une autre façon, en fait, de parler de ça, c'est quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est très concret, là. Ça réduit les coûts, ça réduit l'entropie. Donc l'entropie, c'est le désordre qui se généralise et qui s'entretient, quoi. Et ça réduit le time to market parce qu'on peut faire des choses plus rapides. Donc, encore une fois, on reprend des choses qui ont déjà été testées, déjà prototypées et qui sont en production, donc sur lesquelles on a des retours, et puis on les importe dans d'autres projets. Si je me souviens bien, quand on avait présenté cette étude, notre CEO, Chief Operating Officer, avait dit « Ah oui, je comprends, donc en fait, un système, c'est bien pour le design et c'est bien pour le porte-monnaie. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut qu'ils retiennent quand ils sortent de la salle pour continuer à soutenir notre design system. Et à force en fait, de documenter tous ces patterns, et encore une fois, hein, je suis persuadée que dans chaque entreprise, il y a des choses qu'on refait, qu'on pourrait documenter, au-delà de juste les boutons et les cartes, quoi. Aujourd'hui, on est capable de faire ce genre d'études en termes d'économie et de réinvestissement. Donc, l'année dernière, sur un nouveau projet, j'ai mis au challenge un designer de lister tout ce qu'il allait reprendre d'ailleurs. Mais pas se forcer, hein, c'est-à-dire que si ce n'est pas pertinent, il ne va pas se forcer à prendre un pattern qui ne l'est pas, quoi. Et donc, il a fini par faire... Donc, ce tableau est un peu petit, mais je le mets là plus pour si jamais vous voulez prendre une photo ou une référence, un screenshot pour faire une étude similaire chez vous. Mais en faisant toute cette étude-là, donc en fait, il y a la description du pattern, le temps de travail que lui estime en fonction de donc d'après son expérience que ça nécessiterait sur le projet, si jamais il devait travailler là-dessus depuis le tout début. Le service où il a trouvé un pattern similaire à réutiliser et le nom de ce pattern. 80% en fait, du travail qu'il a estimé peut être repris d'autres projets qu'on a déjà fait. Encore une fois, je reviens à mes cas d'usage, dashboard, rapport, formulaire, tout ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on a designées encore et encore pendant ces 10 dernières années et qu'on essaye encore une fois de documenter. Et donc, quand on parle de travail estimé, ça comprend bien en fait le temps que ça aurait dû prendre à cadrer, à faire de la recherche utilisateur ou même du cadrage métier, prototyper, itérer, spécifier et tester. Je reprends l'exemple des principes à 4 yeux. Là, aujourd'hui, dès qu'on détecte un besoin de 4 yeux, en fait, on peut dire qu'on a ce principe-là. Et même souvent, en fait, le projet est assez content de savoir qu'il y a des choses qui sont déjà systématisées. Donc, pour finir sur ce deuxième thème, donc intégrer les objectifs de la boîte. Déjà, la première étape, c'est de connaître ses objectifs, les objectifs de la boîte. Donc, ça, encore une fois, c'est pour ça que moi, je recommande à tous les designers et les développeurs dans les équipes de participer quand le top management fait des présentations, parce que c'est vrai que, en plus, nous, c'est des sujets des fois très macroéconomiques, très, très compliqués, il y a plein d'acronymes, mais ça permet vraiment de comprendre quel est l'enjeu. Et en plus, ces enjeux, ça change en fonction des cycles économiques, des industries, donc si on n'y est pas exposé, comment on peut les connaître, quoi. En plus du savoir-faire, pensez également au faire-savoir. Je sais que c'est toujours un peu compliqué de parler de ce qu'on fait, on ne veut pas faire trop de marketing, mais l'idée, ce n'est pas forcément de faire une vidéo commerciale, mais c'est vraiment toujours de remettre en contexte ce qu'on fait, comme par exemple nous, quand on a choisi de ne pas parler de boutons, mais de parler de piqueurs de date. Et ne pas oublier de gérer les impacts pour les opérationnels, puisqu'au final, c'est eux qui vont faire que ce soit un succès et qui vont en fait donner des retours d'expérience sur ce qu'on fait. J'en arrive à mon dernier thème, qui est changer au fil de l'eau. Parce que c'est vrai qu'on est passé quand même d'un design system qui prenait en charge 10 services à plus de 170, voire même plus. Forcément, on ne peut pas le faire de la même manière que quand on le faisait pour 10 services. Mais alors la question, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de changer? Ou alors est-ce qu'il faut attendre que ce soit la pagaille, comme ce joli collage
que m'a fait quelqu'un qui travaille sur le support du design system un jour, juste pour m'expliquer il y a des demandes par email, des demandes en ligne, des demandes sur des tickets GitHub, etc., etc. En fait, pour nous, quelque part, à chaque fois, on a été obligé de changer quand les choses devenaient plus trop viables, quoi. Et ça, c'est une notion intéressante que j'entends finalement pas tant que ça dans ce monde de checklist. Et c'est pour ça que j'adore en fait cette citation de Amy Hoop, qui est une consultante en content design et design system. Elle dit qu'en apprenant à changer nos design systems, nous créons des design systems qui savent s'adapter. Encore une fois, les boîtes évoluent, les projets évoluent. Et ça ne veut pas dire à chaque fois qu'il faut tout jeter et rebooter et refaire un nouveau projet avec un nouveau nom. Ça veut peut-être juste dire qu'il faut apprendre à changer sans forcément attendre que les gens partent, démissionnent ou qu'on change en fait de responsable. Quand je pense à ça, ça me rappelle un peu l'évolution de notre gouvernance. En 2014, encore une fois, au départ, quand on n'avait que 10 services, l'équipe était toute petite, on était 6, donc en fait, tout était pris en décision collégiale en équipe. Mais quand l'équipe a grandi, c'est là que les gens ont commencé à se plaindre, parce que forcément, ça faisait des meetings interminables, pas très intéressants. Et donc, on a bougé de système. Donc, en 2017, on est passé sur ce que j'appelle une dictature bienveillante, dans le sens où 2 personnes se sont dit « ne vous inquiétez pas, nous, on va tout gérer et on va décider pour tout le monde ». Donc ça nous a débloqué sur les meetings interminables. Mais par contre, forcément, au bout d'un moment, les gens ils ont commencé à se plaindre à nouveau, puisque ils ne se sentaient pas inclus dans les discussions. 2 personnes décidaient pour tout le monde. On ne comprenait pas trop pourquoi, on ne comprenait plus quels étaient les sujets, etc. Donc, on a rechangé de façon de faire. Donc, on est passé sur un système d'effectifs décentralisé, où 4 personnes travaillaient de manière asynchrone en utilisant GitHub et à l'époque InVision. Donc, aujourd'hui, ce serait plutôt Figma, côté design. Donc, travailler de manière asynchrone pour gérer en fait les sujets du design system. Donc, ça permettait à tout le monde de voir tout ce qui se passait, donc c'est mieux en termes de transparence. Mais le travail asynchrone, le problème, c'est que ces personnes-là se sont trouvées très vite à devoir jongler entre des projets, le design system, des priorités différentes. Et donc, on avait petit à petit cette perte de vision, quelque part qu'on avait dans la dictature bienveillante. Et donc, tout était beaucoup plus diffus. Donc, les gens sont pleins encore, donc peut-être c'est parce qu'on est une boîte française, on aime bien se plaindre, je ne sais pas, mais bon, bref, finalement ça marche comme quoi, puisque depuis 2020, et c'est encore notre système aujourd'hui, on est passé à ce qu'on appelle un Design System Council. 4 personnes, sauf que d'ailleurs maintenant en fait on a des développeurs dedans, parce qu'à un moment on s'est dit mais quand même, c'est pas logique de ne pas avoir de développeurs dans le Design System Council. Donc 4 personnes, mais qui ont en fait une vraie fiche de mission, dans le sens où pour faire partie du council, il faut avoir des critères de disponibilité. Le council peut faire des rotations, c'est-à-dire que ce n'est pas en fait une position qu'on a à vie, c'est-à-dire qu'en fonction des priorités, des besoins, des envies, les gens peuvent en fait partir du council, mais donc à chaque fois, en fait, après on fait un casting, on voit qui peut faire partie de ce council-là. Et on voulait éviter en fait l'effet équipe design system, parce qu'encore une fois, le council ne fait pas tout le design system, mais va coordonner le travail à faire. Encore une fois, en gardant cette manière de fonctionner asynchrone qu'on avait mis en place dans le système précédent. Et tout ça pour dire qu'en fait, pour moi, finalement, un design system, c'est un peu comme un bateau de Thésée. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas de leur cours de philo, un bateau de Thésée, c'est une expérimentation de la pensée qui dit si le bateau de Thésée, on le change bout par bout, à quel moment ça devient un nouveau bateau, pardon. Je dis trop design system. CF, le GIF initial. Donc, à quel moment ça devient un nouveau bateau? Est-ce qu'il faut à chaque fois tout jeter, tout refaire, retrouver un monstre, comme je disais tout à l'heure? Et le nôtre, après avoir changé donc 3 fois, donc on a changé 3 fois d'outil design, 3 fois de stack technique, 4 fois de gouvernance, est-ce que c'est le même design system? En fait, finalement, on a toujours gardé le même nombre depuis cette dizaine d'années. Et même, pour pousser encore l'analogie, on le change effectivement bout par bout. Par exemple, notre picker, en 2019, c'est la version qu'on a encore un peu, c'est la base de la version qu'on a aujourd'hui, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, faite en Stencil.js. Et on l'a remplacée d'une version qu'on avait faite en 2017, qui était codée sans framework, parce que 2 développeurs se battaient dans l'équipe pour savoir qui avait raison.
Des fois, ça commence comme ça, hein, ça explique plein de choses. Mais cette version-là, en fait, faisait que les projets se plaignaient parce que ça leur faisait écrire beaucoup de JavaScript, donc ils ne voulaient pas l'utiliser, bref. Donc, on a pris le framework 2019. Et cette année, on a même fait un spin-off, et d'ailleurs, en fait, ça peut être ironique de se dire, mais ça fait une dizaine d'années qu'on n'avait pas, en fait, un composant de devise. Pour une banque, c'est un peu curieux, mais effectivement, à chaque fois, les projets devaient reconfigurer ça. Et puis, on s'est dit, à un moment, on fera peut-être en faire un composant directement pour afficher de la même manière les trigrammes des devises, etc., les signes, etc. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte, en travaillant là-dessus, que la version 2019 de notre picker était devenue un peu lourde à gérer. Donc là, ils sont en train de la refactorer. Donc encore un changement de planche, on va dire. Et finalement, ce n'est pas que juste les bouts et les planches qu'on peut changer, c'est aussi la façon de faire. Et donc, c'est le dernier exemple que j'ai aujourd'hui pour vous, c'est l'évolution de notre système de contribution. Donc, comme je l'ai expliqué, on a un système asynchrone. Donc, quand les demandes arrivent, c'est toujours 3 à peu près possibilités. Soit c'est une demande de nouveaux composants, de patterns, soit c'est une demande de feedback, de suggestion d'un truc existant, ou un rapport de bug. En fonction, 4 possibilités. Soit il n'y a rien à faire parce qu'il faut envoyer le bon lien vers la bonne documentation ou la personne n'avait pas compris comment utiliser le truc. Soit c'est ce qu'on appelle un snowflake, c'est quelque chose qu'on va autoriser que sur un projet, mais ça ne vaut pas le coup de le systématiser dans toute la plateforme. Soit effectivement il y a du travail à faire, il faut mettre à jour, ou c'est carrément quelque chose de neuf et il faut documenter. Par exemple, tous nos business patterns, c'est en général des choses nouvelles parce qu'on ne les avait pas documentés avant. Et donc ça, historiquement, donc depuis 2020, on a un council qui gère ça. Sauf que quand on commence à parler de business pattern, ça commence à devenir très compliqué parce que si on n'a pas le contexte métier, c'est difficile de documenter quelque chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, le principe à 4 yeux. Donc, ce qu'on a fini par mettre en place, c'est un système de contribution de gens motivés qui peut aider le council dans le sens où eux, ils vont s'amuser à faire la partie fun quelque part, c'est-à-dire à travers leur projet, parce qu'évidemment, il faut que ce soit des gens qui ont eu cette expérience-là dans leur projet, documenter, prototyper, designer les différents états, etc. Et puis le design system est là plus pour les coacher et puis pour prendre en fait, normaliser le résultat de ce travail-là. Donc, si j'ai un truc à vous dire aujourd'hui, une pensée pour conclure ma conférence, c'est faites ce qui marche pour vous. Dans le sens où, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en ligne. C'est vraiment dur, des fois, même moi, je vois des choses, des équipes, 50 personnes, ils font des trucs incroyables. Non, c'est pas notre setup et c'est peut-être pas notre priorité. Donc, faites ce qui marche pour vous, pour faire adhérer dans votre contexte, qui est différent du mien, qui est différent, en fait, des gens, des gourous LinkedIn, Twitter, tout ça, pour s'aligner sur les objectifs de votre entreprise, et par rapport au moment à ce moment précis dans votre parcours d'entreprise. Il y a pas mal d'éléments dont j'ai parlé qui sont disponibles sur notre Medium. Donc, il y a le lien ici, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le Medium est en anglais, il me semble, mais on parle un peu de design system, de data vis, de gestion de carrière, etc. Pour ma part, je m'appelle Morgane Peng, vous pouvez me trouver sur Twitter X, Medium, LinkedIn. Et si ce que j'ai raconté vous a intéressé au niveau de la gouvernance, en fait, on est finaliste dans les... Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant que ça existe, c'est la première année qu'ils font ça, les Design System Awards 2023. Donc voilà, pendant que je réponds à des questions, si vous avez 1 minute ou 2 pour voter pour nous, ce serait top. Merci.